Bonjour à tous, c'est Smart Impact, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font de la transition écologique, de la responsabilité sociétale des entreprises, un enjeu majeur de leur croissance, de leur développement. À mes côtés, Émilie Kovacs. Bonjour Émilie. Bonjour Thomas. Avec un t-shirt que nos téléspectateurs reconnaissent. Si vous étiez là avec nous hier, vous savez pourquoi Émilie le porte. Exactement, c'est pour soutenir la cause contre le cancer du sein, Octobre Rose, un t-shirt confectionné par la marque Almae Paris qui était avec nous effectivement hier, en collaboration avec Atelier Boobies au profit de l'association Féminité. Allez, le sommaire de cette émission tout de suite. Un géant du matériel électronique et de l'informatique, Toshiba, le patron de l'usine Toshiba Tech de Dieppe, nous présentera notamment le concept de citoyenneté d'entreprise. Nous verrons dans notre débat du jour comment économie circulaire et luxe peuvent s'accorder. Et puis une association dans Smart Ideas, Marie Guillois viendra nous présenter Étoilés et solidaires, où quand des chefs rompent l'isolement et affolent les papilles et des personnes âgées. Voilà pour les titres. C'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Alain Vernat, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le PDG de l'usine Toshiba Tech de Dieppe. Vous y produisez quoi et puis avec combien de salariés ? Oui, alors le site industriel de Toshiba Tech à Dieppe est implanté depuis 1986. C'est un site historique d'assemblage de photocopieurs et de production d'encre tonnerre. Donc nous produisons d'ailleurs pour tout le marché européen et nous sommes même exportateurs vers la Chine. Et donc nous avons au fil des ans transformé progressivement nos activités d'assemblage vers des activités de service à la logistique, donc de configuration à la demande de produits, de réparation, de remise à neuf de tout ou partie d'équipement. Des activités d'ailleurs que nous avons diversifiées ensuite sur d'autres lignes de produits du groupe. C'est un site qui emploie aujourd'hui 230 salariés. Et alors vous allez nous présenter évidemment ici, on est là pour ça, vos engagements RSE. J'ai découvert notamment un concept de citoyenneté d'entreprise. De quoi s'agit-il ? Ça veut dire quoi chez vous, ça ? Oui, alors déjà on notera que Toshiba est une entreprise très fortement engagée en matière de RSE qui depuis 2013 compte parmi les 120 entreprises les plus engagées en matière d'engagement social et sociétal, donc qui est mesuré par l'indice Euronext Vigeo 120. Voilà. Ouais. Et donc ce sont des valeurs que nous retransmettons d'ailleurs à travers nos propres valeurs d'entreprise. Donc on pourrait résumer par le respect, la confiance, l'engagement et la bienveillance. Alors autant de valeurs qu'on retraduit d'ailleurs dans notre vision d'entreprise, qu'on pourrait résumer par faire de l'entreprise un lien entre les personnes. Et donc également qu'on peut décliner en faire de l'usine un lien entre les personnes. On verra ça un peu plus tard. Est-ce qu'on peut commencer peut-être par les actions que vous avez mises en œuvre pour limiter votre impact environnemental ? Oui, alors en matière d'environnement, effectivement, donc, nous sommes certifiés ISO 14000, nous comptons parmi les 14 premières entreprises en France certifiées ISO 14000, parmi lesquelles on compte d'ailleurs de nombreuses entreprises japonaises, c'est pas forcément un hasard. Et donc ce sont des choses que l'on suit notamment par des actions en termes de réduction d'énergie, par exemple, hein, donc dans nos processus de fabrication. Aujourd'hui, on a un projet de récupération, par exemple, de chaleur de nos compresseurs pour chauffer nos bâtiments et faire des économies en gaz, hein, donc typiquement, et ce sont des actions que nous menons également vis-à-vis de la biodiversité, avec par exemple des partenariats avec des associations du territoire pour favoriser la réimplantation d'espèces d'oiseaux en voie de raréfaction, si ce n'est en voie de disparition. Voilà, donc différentes actions que l'on essaie de mener par un engagement réel, local, territorial, plus que simplement financier, on va dire. Et concernant l'approvisionnement de vos matières premières, comment limitez-vous vos impacts ? Alors nous veillons bien évidemment, dans le cadre de notre politique RSE, à notre relation avec l'ensemble des parties prenantes, que peuvent être d'ailleurs nos fournisseurs, nos clients, les institutionnels, et en particulier dans nos engagements de notre politique d'achat, présente un certain nombre de contraintes à respecter de la part de nos sous-traitants. Hein, donc, chose que l'on retrouve d'ailleurs dans à la fois le respect des réglementations, hein, mais on va également au-delà dans nos contrats en fait avec les sous-traitants. Alors je pense que tous les utilisateurs d'imprimantes doivent se poser la question, est-ce qu'on peut mettre au point des imprimantes qui deviennent de moins en moins gourmandes en encre ? Parce que ça, c'est quand même, ça coûte un prix hallucinant, l'encre d'imprimante.
supplémente. Il y a plusieurs choses en matière de ce qu'on appelle de... Oui. Il y a plusieurs choses en matière d'éco-design, notamment de nos produits, puisqu'il y a des gens, on veille notamment à la consommation électrique elle-même de nos produits, donc qui est de plus en plus réduite. Et donc il y a des classements également dans ce domaine-là pour classifier nos produits. Et également, nous veillons à pouvoir recycler nos cartouches d'encre. Alors, à titre d'exemple, nous avons développé un brevet permettant de recycler donc les cartouches d'encre usagées de façon à pouvoir rebroyer les matières plastiques et réutiliser les matières plastiques dans des fabrications nouvelles, où nous avons donc déposé un brevet, nous avons confié une licence d'exploitation de ce brevet à une entreprise en Belgique, et donc il y a tout un réseau de collecte multimarques d'ailleurs, pas seulement pour nos cartouches, qui utilise aujourd'hui ce processus. C'est vrai que ce serait intéressant de voir. Est-ce que vous seriez intéressé par ce procédé de consigne avec les cartouches d'encre, je crois qu'ils se font déjà pour les particuliers, mais pour les entreprises, du coup, vous pourriez le faire? Alors, ça existe, puisqu'il y a effectivement un réseau, notamment à travers le réseau Codibi, qui assure la collecte des cartouches usagées en entreprise et qui, du coup, aujourd'hui, utilise notamment notre procédé de rebroyage pour revaloriser les matières. Mais sans les rebroyer, là, je disais carrément les remplir, en fait, les donner pour ne pas repasser par... Voilà, c'est une option qui, aujourd'hui, n'a pas été retenue par la plupart des fabricants, parce que ça entraîne aussi une certaine complexité dans les flux logistiques. Et donc, effectivement, ça resterait quand même relativement coûteux par rapport à la réutilisation des matières. D'accord. Alors Toshiba Tech en France, donc vous nous l'avez dit, présent depuis plus de 30 ans, 1986 pour l'usine de Dieppe, 829 collaborateurs, 5 filiales, plus de 60 distributeurs, un chiffre d'affaires de 191 millions d'euros. Toshiba, c'est un groupe japonais et évidemment, ça se ressent d'une certaine façon dans l'organisation du travail. Alors, il y a un terme, moi, qui m'a surpris, je vous l'avoue, j'ai trouvé ce concept de totale productivité. Moi, quand je lis ça, français, je me dis, oh là là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met une pression de dingue sur les salariés pour qu'ils soient les plus productifs possibles. C'est quoi la totale productivité? Alors, pas du tout. En fait, dans notre conception, effectivement, de la productivité, les performances de l'entreprise reposent pour nous essentiellement sur l'homme dans l'entreprise, sur la personne dans l'entreprise. Et donc, il s'agit pour nous, effectivement, d'impliquer l'ensemble de nos collaborateurs, de nos salariés, dans des méthodes d'amélioration de la production. Donc, ça commence par des choses très simples, des règles très simples, ce qu'on appelle les 5 S. Donc, c'est issu de 5 mots japonais qui permettent de donner quelques règles de bon sens, de rangement de son poste de travail, de nettoyage une fois qu'on a fini son activité, de respect des règles. Et donc, c'est quelques règles... On peut peut-être les dire. Oui, alors... Série, sétonne. Série, Sesso, Seton, Saiketsu, Chitsuke. C'est mieux Ça veut dire supprimer, simplifier, soigner, surveiller, satisfaire. Tout à fait. Supprimer quoi? Le supprimer l'inutile, supprimer le superflu. C'est par exemple identifier les déchets, isoler les déchets des produits. Bon, c'est n'avoir que ce qui est utile à sa tâche sur son poste de travail. Enfin voilà, des règles très simples qui permettent d'améliorer la performance au niveau du poste de travail. Et derrière, on invite nos salariés également à apporter des idées d'amélioration. Chaque salarié peut améliorer lui-même son poste de travail, c'est ça l'idée? Tout à fait, alors dans un respect des règles toujours, puisque c'est une des règles, mais de pouvoir contribuer, participer effectivement à la performance de l'entreprise au niveau de son secteur d'activité. Vous êtes arrivé quand, Émilie, vous êtes arrivé quand chez Toshiba? Alors moi-même, je suis arrivé en 1988. Il s'agissait pour moi de découvrir ces méthodes japonaises. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que c'est facile d'intégrer ça? Voilà, et finalement, ça fait aujourd'hui 30 ans que j'y suis. Il y a des freins, il y a certains salariés qui ont du mal, qui arrivent avec la culture française, qui ont du mal à intégrer ces notions-là ou pas finalement? Alors, je dirais que s'agissant au démarrage de l'entreprise d'une population relativement jeune, c'était plutôt facile. Ouais. Voilà. Et je dirais qu'aujourd'hui, on est en train d'aborder une autre transformation de l'entreprise, qui est la transformation digitale de l'entreprise, où là, on a des enjeux beaucoup plus complexes, avec justement une population qui n'est pas digitale native. Et donc, il faut qu'on pratique ce qu'on appelle l'immersion digitale, donc beaucoup d'efforts de formation, d'appropriation, en fait, pour nos équipes, des outils qu'on peut leur mettre en place. Et là, notamment, l'un des efforts que l'on mène vis-à-vis de nos collaborateurs est donc de pouvoir les former, de pouvoir les accompagner dans la transformation des métiers. Alors aujourd'hui, c'est pas par hasard, le site de Dieppe a été donc labellisé Vitrine Industrie du Futur en mars 2019. Un label qui en fait regroupe différents leviers
que sont l'implication des personnes dans la performance de l'entreprise, on y est, que sont la collaboration avec les réseaux d'entreprises locaux, que sont le respect de l'environnement, hein, et donc en dernier, et je le mets justement volontairement en dernier, l'intégration, l'apport de nouvelles technologies ou de numérique et d'information dans l'entreprise. Voilà. Et alors vous êtes très engagé d'ailleurs avec vos sous-traitants aussi. Vous avez créé il y a 25 ans une école des sous-traitants. Oui, complètement. Alors dès 1994 en fait, hein, donc assez tôt finalement dans la vie de l'entreprise et finalement très tôt par rapport à des pratiques qui deviennent plus communes aujourd'hui. Donc on a créé effectivement sous une forme associative en fait, donc un regroupement avec nos principaux sous-traitants partenaires. Et il s'est agi pour nous en fait à travers cette école de pouvoir transmettre justement ces méthodes de travail que sont les 5 S qu'on évoquait tout à l'heure, la totale productivité, que sont l'affichage visuel dans les équipes. Donc ces différentes méthodes que nous avions déployées chez nous au cours des premières années, on a voulu effectivement les transmettre à nos sous-traitants. Et donc pour ce faire, ce sont des opérateurs chez nous qui expliquaient à des opérateurs de nos sous-traitants comment au quotidien ils mettaient en œuvre en fait ces méthodes de travail. L'idée c'est quoi? C'est de fluidifier vos liens de travail, c'est ça? Alors c'est surtout en fait effectivement de pouvoir travailler sur la performance globale de l'entreprise. Je parlais tout à l'heure et on en parle aujourd'hui maintenant en termes de RSE, de relations avec ses parties prenantes. On était déjà dans cette logique-là en fait de considérer que l'entreprise ne peut être performante que si ses propres fournisseurs sous-traitants sont eux-mêmes performants, et on vise finalement l'entreprise étendue dans cette approche-là. Vous avez employé le terme d'affichage visuel, c'est quoi? Oui. Ça représente quoi exactement? Signalétique. C'est juste la signalétique ou ça va au-delà de ça? Ça va au-delà de ça. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est des affichages qui sont disposés au sein des équipes à travers, alors au départ c'était des affichages papier, aujourd'hui on le remplace avec des affichages digitaux, donc à l'aide d'écrans, de dalles tactiles en fait, dans les différents ateliers, qui permettent d'une part à l'ensemble des groupes d'opérateurs d'avoir une connaissance de leur performance. Et donc on a une forme de rituel le matin à la prise de poste qui consiste à passer 5-10 minutes avec l'animateur du groupe devant ce qu'on appelle un totem, pour voir quels sont ces indicateurs de performance de la veille, quels sont éventuellement les points qu'il va falloir améliorer, sur lesquels il faut travailler. Et donc on a développé également un certain nombre d'applications qui permettent à l'aide de post-it électroniques, de post-it numériques, de pouvoir faire des idées, des suggestions d'idées en fait, et des propositions d'amélioration. Donc chaque opérateur peut venir apporter un post-it en disant par rapport à ce problème, on pourrait essayer cette idée-là. Et donc il y a ensuite tout un travail de validation fait par l'équipe de ces propositions. Merci beaucoup. Merci Alain Vernat. À bientôt sur Bismart. Tout de suite, c'est notre débat RSE du jour, le luxe et la RSE. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Comment concilier luxe et économie circulaire? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans notre débat du jour avec nos deux invités. Hélène Valade, directrice développement environnement de LVMH. Bonjour et merci d'être avec nous, Hélène. À nouveau. Bonjour. Et Hugues Carlier, directeur général du cabinet de conseil en RSE des enjeux et des hommes. Merci également d'être avec nous ce matin. Merci pour parler d'économie circulaire. Hélène Valade, c'est un chantier titanesque. Comment repenser l'ensemble de ces activités autour de ce nouveau modèle quand on est un grand groupe comme LVMH? Oui, vous avez raison, c'est un chemin, et je suis très modeste là-dessus, c'est un chemin que nous empruntons, et la tâche est effectivement extrêmement complexe, mais elle est enthousiasmante. D'ailleurs, on parle davantage de circularité créative que d'économie circulaire, parce que l'enjeu, c'est d'inspirer des designers, d'inspirer des créateurs pour travailler à partir d'autres types de matières qui vont être plus respectueuses de l'environnement, à la fois sur la dimension carbone et sur la dimension biodiversité. Et donc, ça passe par tout un tas de choses. Mais la première, ça passe par l'upcycling. Comment je peux, dans une collection, réutiliser des pièces de collection antérieures, les relooker. C'est ce qu'a fait Louis Vuitton cet été. C'est une grande première dans cette industrie, en effet. Et puis, comment peut-on faire exactement la même chose à partir des composantes
de ces unités de collection, par exemple avec le tissu. Comment peut-on faire en sorte de réutiliser du tissu qui n'est plus utilisé par une des 75 maisons de LVMH et faire en sorte que d'autres maisons l'achètent, le confectionnent et produisent d'autres pièces. Parce que Oui, ça justement. pouvait être perdu, jeté, Absolument, brûlé. ça pouvait être perdu dans la mesure en plus où ces maisons sont entre elles concurrentes. On a, comme vous le savez, Justement, ça plusieurs s'organise types de- maison par maison, cette stratégie circulaire. C'est une plateforme, en l'occurrence pour les tissus, qui est en train d'être mise en place, une plateforme numérique et qui va permettre de donner à voir de la manière la plus belle possible sur la plateforme numérique toute la qualité d'un tissu pour remplacer le toucher. Et c'est du trading. Voilà, une maison peut acheter du tissu qui vient d'autres. C'est aussi ouvert à l'extérieur, c'est-à-dire des petits designers ou des jeunes designers peuvent également s'alimenter là. Voilà, donc comment faire circuler pour le coup les tissus. Et puis une autre chose, parce que votre question, elle réinterroge sur les fondamentaux du luxe. Le luxe, on dit souvent aussi que c'est l'éternité, que c'est quelque chose qui doit durer longtemps. Quand on achète des produits de luxe, on n'a pas envie que ça serve pendant une semaine seulement. Donc comment, et c'est une question qu'on est en train de se poser fortement, comment faire en sorte de prolonger encore plus, si je puis dire, cette éternité, c'est-à-dire une deuxième vie, une troisième vie, etc. Et là, ça passe par la mise en place de ce qu'on appelle des services de durabilité, c'est-à-dire non seulement de réparation des pièces qu'on a achetées, mais possiblement aussi de relookage de ces pièces pour qu'elles servent dans le temps. Hugues Carlier, là, on a le cas d'école d'un grand groupe, d'un géant. Est-ce que c'est plus facile d'appliquer tes principes RSE en général et peut-être aussi ceux de l'économie circulaire quand on est une jeune marque de mode, une jeune maison de mode qui se crée? C'est plus facile effectivement sur un certain nombre de points parce qu'on a pas mal de marques de mode qui sont nées finalement dans la RSE. Donc qui sont natives RSE dès le départ et ils ont pensé leur modèle, leur chaîne d'approvisionnement déjà avec des matières premières, des produits, le transport qui est déjà complètement, enfin le plus possible, parce qu'on ne l'est jamais complètement, mais le plus possible responsable. Donc c'est plus compliqué pour des grandes entreprises comme celle que représente Hélène aujourd'hui, parce que ce sont des navires qu'il faut faire bouger de manière malheureusement beaucoup plus lente. Et quand on parle de luxe et de responsabilité sociétale ou de développement durable, on a quand même une situation extrêmement contrastée en fonction des produits. Et c'est un secteur qui est très complexe à analyser sur ce sujet. On a des choses très positives, celles qu'Hélène vient de citer. Et puis il y a une prise en main depuis quelques années d'un certain nombre de sujets, notamment sur l'économie circulaire. Mais on a encore des controverses lourdes. Les marques de progression, on va dire, c'est sur quoi alors, d'après vous? Alors, on va sortir un peu de l'économie circulaire, mais on est quand même... Le luxe, c'est aussi un acteur de la mode. La mode, c'est un des secteurs les plus... L'industrie de la mode, c'est une industrie les plus polluantes au monde. Donc, c'est quand même... Ça pousse aussi à la consommation, avec des collections X Fashion Week par an, X collections par an. Donc, on est quand même dans une sorte de renouvellement perpétuel par rapport aux consommateurs. On a des problématiques, là aussi, sur l'approvisionnement, parce qu'il y a encore des problématiques autour du bien-être animal, que ce soit les élevages de crocodiles, de lézards, de visons. Et engagé avec des fermes labellisées et justement pour contrer ça, hein, c'est ça? Absolument. C'est un grand sujet bien, sur lequel on peut agir, mais je reviens sur cette... parce que ça fait débat, ces Fashion Week, etc. Et je pense que la crise a accéléré des mouvements de transformation de ces Fashion Week, à la fois en termes de durée, d'agenda dans l'année, mais aussi en termes d'organisation, c'est-à-dire avec une hybridation présence physique et puis Internet qui est rentré là-dedans. Et puis surtout, et c'est là où il faut avoir aussi un peu le courage de la nuance en ce moment sur tous ces débats, c'est qu'on se rend compte que ces Fashion Week permettaient non seulement de créer de l'emploi, mais surtout faisaient vivre ces petits et surtout ces petites marques et ces jeunes designers.
designers. Et ils nous disent eux-mêmes, ils disent, mais si vous arrêtez, parce que nous, on se pose évidemment ce type de questions. Vont pouvoir faire mais venir des journalistes d'un peu partout pour voir leur collection. Si vous arrêtez les Fashion Week, on n'y arrivera pas parce qu'on sera plus présent. Oui, mais il faut prendre l'ensemble de ces critères en compte pour décider, en effet, de la manière dont ça doit évoluer. En tout cas, il me semble. On rappelle quand même que la loi du 10 février relative à la lutte contre le gaspillage a interdit la destruction des invendus non alimentaires à partir de 2022. Il y a quand même des contraintes de loi. Et puis, il y a également l'interdiction d'éliminer les produits textiles. Entre 10 000 et 20 000 tonnes de produits textiles sont détruits en France chaque année. Donc, c'est quand même assez considérable. Donc, il faut quand même... On est forcé, les maisons de luxe sont forcées de prendre ça en compte. Oui, alors certaines d'entre elles le faisaient déjà depuis quelque temps. LVMH est partenaire avec Cèdre, qui est une plateforme dédiée justement dans le démantèlement, le défilochage des textiles, ou même dans un autre secteur du luxe qui est les parfums et cosmétiques, également dans la récupération des flacons. Et ce sur quoi on met beaucoup l'accent maintenant, c'est qu'au-delà du démantèlement, comment peut-on créer derrière des filières de reconstruction, de couture à partir des fils qui ont été défilochés et qui peuvent être effilochés. Ça, c'est en pleine construction. C'est passionnant d'ailleurs. Ça, c'est effectivement ce qui est en train de se mettre en place. Il faut quand même revenir à la réalité des C'est ça, parce qu'en volume, c'est petit, vous direz, c'est ça? On est sur des initiatives qui sont extrêmement responsables et qui sont prometteuses, mais pour avoir, chez Des Enjeux et des Hommes, on bosse depuis 15 ans avec X entreprises, dont des entreprises du luxe, donc on a vu de l'intérieur ce qui se passait, et on peut se dire que le secteur, il a bougé aussi grâce aux réglementations, celles que vous venez de citer, grâce aussi à certaines ONG, à une pression aussi de la société civile, et que les consommateurs, c'est ce que demandent les consommateurs de plus en plus. Et les consommateurs, sauf que les consommateurs, ils ont un comportement ambigu, c'est-à-dire que le luxe, c'est aussi l'ego, c'est aussi exacerber l'avoir, c'est-à-dire que c'est ce que j'allais vous dire. Pour avoir le hit bag. Et puis le luxe et seconde main, luxe et seconde main, on peut trouver ça contradictoire, donc dans l'esprit de certains. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait des invendus, on a un certain nombre de marques qui, très clairement, détruisent les invendus parce que vous n'allez pas trouver du Saint-Laurent ou du Dior sur le marché de Conflans-Sainte-Honorine samedi prochain. C'est interdit. Donc ça n'est pas possible. Donc il y avait de la destruction d'invendus. Donc voilà, il y a vraiment des choses intéressantes qui sont en train de se mettre en place sur le secteur du luxe. Mais une fois de plus, il est très contrasté. Voilà. Et c'est... Comme vous dites, Hélène Dallaert, c'est un chemin. Vous êtes engagé sur le chemin. Mais encore une fois, c'est un vrai voyage. Et puis c'est aussi très contrasté parce que dans le luxe, et notamment chez LVMH, il y a quand même 4 secteurs. Il y a les vins et spiritueux, il y a les cosmétiques, il y a la haute couture, il y a la grande distribution aussi. Donc tout ça renvoie à des enjeux qui sont en effet extrêmement différents. Sur le recyclage des invendus, il y a quand même énormément de progrès. Et puis la vraie limite, c'est la contrefaçon. Donc il faut qu'on enlève, par exemple, les logos de manière à refabriquer quelque chose derrière. Donc c'est une vraie... Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une vraie économie nouvelle qui est en train de se mettre en place. Ce sont des filières qu'il faut penser dans leur intégralité et c'est pour ça que c'est intéressant. Et c'est long. Et sur le champagne, par exemple, on a... Quelques mots. Voilà, en quelques mots, on a aussi toute la problématique des emballages. Et sur le champagne, on a quelques maisons qui ont fait des expérimentations extrêmement responsables. Ruinart, par exemple. Ruinart, tout à fait. Ce sont les codes du luxe qui doivent bouger dans le packaging. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. On passe à Smart Ideas, l'association étoilée et solidaire. Smart Ideas avec une association en pleine lumière aujourd'hui. Bonjour Marie Guillois, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Étoilée et Solidaire, association créée en 2018 qui compte 35 bénévoles. Si vous deviez la définir en quelques adjectifs, vous diriez quoi ? Alors plutôt en plusieurs mots, Étoilée et Solidaire en fait est une association gastronomique et solidaire qui a pour but de lutter contre l'isolement social de nos aînés isolés
et de contribuer à changer le regard de la société sur le vieillissement. Ouais. Alors, C'est comment, gastronomique, c'est justement, gourmand, c'est Ouais. solidaire, il y a tout ça. Exactement. On mène donc différents événements gastronomiques tels que les éditions Chef d'un jour. Ce sont des aînés isolés qui réalisent un menu surprise avec un collectif de grands chefs, par exemple sur le plateau de Top Chef. Il y a aussi la table de nos aînés. C'est un grand chef qui accueille une fois par mois en temps normal des aînés et leur offre un repas complet grâce à la mobilisation de producteurs, de fournisseurs. Dans son restaurant. Exactement. ça se passe, Qui a fait ça, par exemple, récemment? Alors récemment, c'était plutôt jusqu'au mois de février Eh oui, dernier, d'accord. mais il y a eu les chefs donc Pierre Gagnère, Rémi Bérère, Juste à côté. Jérôme Gagneux. Donc voilà, ils ont participé vraiment activement. D'accord. Et puis il y a aussi les chefs livrent nos aînés. Les chefs livrent nos aînés, ce sont des chefs qui réalisent de leur restaurant des box de repas complets. Et ces repas sont destinés aux aînés isolés qui viennent récupérer au restaurant leur box et rencontrer le chef juste quelques minutes. Comment vous est venue cette idée? C'est partie d'une expérience personnelle? Exactement. Ces initiatives, en fait, sont vraiment arrivées, si je puis dire, à la suite d'expériences professionnelles. J'ai réalisé tout mon parcours professionnel dans des établissements qui prennent en charge la personne âgée de l'autonomie jusqu'en soins palliatifs. Et lors de ces expériences, j'ai eu l'occasion d'échanger sur effectivement leurs besoins en fait à leur âge, Le plaisir de bien leur manger. plaisir, voilà, de bien manger, c'est très plaisir simple. important. Le plaisir de bien manger, de se retrouver, d'être entouré, d'être considéré et de rencontrer aussi des grands chefs. Mais est-ce qu'il faut parfois presque réapprendre à certaines personnes âgées isolées justement à bien manger, à cuisiner un peu, à se faire plaisir grâce à la nourriture? Oui, et en plus, on est aidé par notre médecin nutritionniste qui s'appelle Dr Alol et qui, lors de nos événements, pitch, si je puis dire, en réalisant justement un petit discours sur les bonnes pratiques nutritionnelles dans le but de les sensibiliser au bon repas tout en veillant à leurs besoins nutritionnels. Et puis, lors de nos événements, on leur remet une petite papillote de papier où il y a un poster de nutrition pour qu'elles puissent se repérer pour les différents repas de la journée. Elles ont juste à coller sur leur frigo. Alors, comment vous faites justement en contexte de pandémie, Covid? Comment vous vous organisez du coup? Alors, à l'heure actuelle, tous nos événements rassemblant nos aînés sont annulés. En revanche, on maintient certains des événements tels que les chefs livrent nos aînés ou d'autres opérations solidaires. Là, le mois de novembre prochain, on va mettre en place donc, les pâtissiers étoilés livrent nos aînés. Ce sera des pâtissiers étoilés qui vont réaliser des pâtisseries. J'ai rien que vous entendre, j'ai faim. Moi aussi. Qui vont réaliser donc, des pâtisseries de leur laboratoire et les aînés viendront récupérer leurs jolies pâtisseries. Comment ils font alors? Il faut adhérer à l'association pour pouvoir bénéficier de ces... Vous me voyez venir, Thomas. Ça ne sera pas possible. Hein. Non, ça va pas? Non, Alors, ne rentrez pas dans les cases. Les aînés isolés, en fait, sont recensés déjà par les acteurs publics ou associatifs de la ville de Paris. C'est-à-dire qu'ils sont recensés par exemple, le Centre d'action sociale de la ville de Paris, les Petits Frères des Pauvres, le Secours populaire, les Restos du Cœur. Et donc, nous, on n'a pas besoin encore de les recenser. Ce sont les acteurs qui nous transmettent. Voilà. Vous avez prévu quelque chose de particulier pour Noël? On ne sait pas comment Noël va se passer, dans quelles circonstances, etc. Qu'est-ce que vous avez prévu, vous? Effectivement, et vous pourriez même y participer si vous le souhaitez. Ouais. Cette opération s'appelle Noël étoilé. Noël étoilé permettra à tous les Parisiens, en fait, d'acheter en plus de leur achat personnel dans une pâtisserie ou dans une boutique, une petite gourmandise solidaire qui sera marquée avec un petit stickers étoilé solidaire. Et cette petite gourmandise sera destinée pour un aîné isolé. Et chaque semaine, une petite camionnette viendra récupérer dans chaque pâtisserie et boulangerie participant à notre événement les gourmandises et ce sera les professionnels des structures qui les distribueront. On peut les reconnaître comment? Il y aura un logo sur la façade des boulangeries ou des pâtisseries? En France, alors, à Paris, seulement à Paris. Seulement à Paris. Peut-être D'accord. l'année prochaine, ce sera en France, on espère, en France entière. En tout cas, voilà, pour cette année, pour ce mois de décembre, du 1er au 31, vous retrouverez donc cette initiative sur notre carte, sur notre site web.
Et ben voilà, votre site web www.étoilé et solidaire, tout attaché et au pluriel.fr. Merci beaucoup. Merci Marie Merci beaucoup à Guillois. vous. Voilà, on peut vous aider en allant sur ce site ou en allant acheter des gourmandises On ira dans les acheter boulangeries, les les pâtisseries pâtisseries, parisiennes. absolument. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain 9h midi 20h30 sur Bismart. Bonne Avec fin les de journée. audacieux et les audacieuses Mais oui, du jour. soyez tous là. Ciao.